Le code électoral et les enjeux futurs liés au développement de la localité, principal sujet évoqué ici au quartier Mavundi dans le 2e arrondissement de la commune de Tshibanga. Avec l'usine d'exploitation du marbre de Lusirsou, le projet de construction du port en eau profonde de Mayumba, le circuit du chemin de fer, autant de projets que veulent mettre en lumière les jeunes de Mavundi, décidés à accompagner le chef de l'État dans cette politique. Dans la Nyanga, tel que l'a si bien dit le président de notre 5e République, il y a des projets grandeur nature qui vont voir le jour. Nous avons un certain âge, mais les jeunes, si les jeunes ne se mobilisent pas pour pouvoir saisir cette opportunité, pour pouvoir prendre conscience de tous ces projets qui vont être effectués dans le cadre du développement de cette province. Que les églises entendent ce que dit l'Esprit de Dieu selon les Saintes Écritures, les jeunes de Mavundi veulent se faire entendre et invitent leurs frères à se joindre à eux, afin de partager cette lueur d'espoir de la 5e République. Il en dépend de notre avenir maintenant et l'avenir de nos enfants. Il y a la centrale technique de Mayumba, plus encore un projet vraiment prestigieux, la construction du port en eau profonde de Mayumba. Ce n'est pas n'importe quoi. Si aujourd'hui les jeunes n'ont pas compris la portée, l'importance, ou bien les enjeux de ce qui va se faire dans la Nyanga, mes chers amis, on ne comprendra plus jamais. La rencontre s'est achevée dans l'espoir que le message a été bien entendu. C'est à l'intérieur de ce bâtiment que se déroule l'atelier de formation sur l'appropriation du projet Régie sociale unique et la digitalisation des services de protection sociale non contributive par les points focaux. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles des points focaux, les parties prenantes et les acteurs impliqués dans la digitalisation des services de protection sociale non contributive. Nous avons la différence entre la protection sociale contributive et la protection sociale non contributive. Ensuite, il y a eu des échanges très fructueux et des questions très pertinentes qui ont amené les participants à s'approprier. Parce que le but de ce séminaire est de permettre à tous les participants de s'approprier de ce projet. Et à la fin de ce séminaire, une documentation sera laissée au point focal qui sera désigné par Monsieur le gouverneur. Cet atelier de formation, dont les travaux ont été ouverts par le directeur général adjoint du bien-être, permettra donc de mettre en place un registre unique qui aura pour but d'ouvrir les échanges entre le ministère des Affaires sociales et les parties prenantes, notamment la CNAMGES et la CNSS, visant à restructurer les aides sociales. C'est la salle du Centre de lecture et d'animation culturelle de Tshibanga, sise à la direction provinciale de la culture et des arts, qui a servi de cadre pour l'organisation de la cérémonie culturelle dans la province de la Nyanga. Parce que pour atteindre un certain niveau, on a besoin que deux fois on nous guide. On peut aller à gauche, on peut aller à droite, mais s'il y a quelqu'un qui te dit non, la gauche là ce n'est pas bon, reviens un peu sur la droite, ça a son importance. Parce que le monde culturel de Tshibanga, pour ne pas dire de la Nyanga, n'a pas un socle. On ne peut pas dire que à Tshibanga, il y a des acteurs culturels, bien des acteurs qui font dans l'événementiel. Du genre que tous les 3 mois, ils organisent des concerts, ils organisent des prestations, des danses traditionnelles. Une rencontre culturelle rehaussée par la présence du secrétaire général de préfecture de Morouti, des notables et des chefs de quartier de la commune de Tshibanga. Était aussi présent parmi les distingués invités le directeur provincial du tourisme. Je trouve que c'est une bonne initiative pour tout ce qui est culture, c'est une bonne initiative. Pour une première présentation, nous les avons suivis.
nous les souhaitons surtout bon vent dans leurs activités et qu'ils fassent rayonner justement le potentiel artistique et culturel, non seulement de la province de la Nyanga, mais aussi du pays. Au terme des échanges, pour joindre l'utile à l'agréable, la troupe de danse traditionnelle Mbumba a offert une prestation de marque pendant le cocktail. La CONAFAC Nyanga étendra très prochainement ses activités dans tout le département. Cette ancienne base de la MONUSCO, à Sangé, est désormais l'un des QG des Wazalendo dans le sud Kivu. Ce groupe armé pro-gouvernemental se bat depuis bientôt 2 ans aux côtés de l'armée congolaise contre le M23 et continue malgré les accords de paix de Washington et les discussions de Doha. La ligne de front est à moins de 40 km d'ici, les affrontements quasi quotidiens. Le M23, AFC M23, ce sont eux qui ne respectent pas le protocole qui a été signé. Il n'y a pas 3 jours, ils nous ont encore attaqués à Rurambo. Et il n'y a pas 2 jours passés, ils ont encore attaqué Kigarama. Nous ne pouvons pas croiser les bras, voir les gens en train de venir nous attaquer et les laisser faire. Non, nous sommes là pour la défense de la patrie. Beaucoup de civils volontaires ont rejoint les rangs des Wazalendo progressivement après l'appel du président Tshisekedi fin 2022. Un appel pour que les jeunes femmes et les jeunes hommes de tout le pays organisent des groupes de vigilance et soutiennent l'armée congolaise contre le M23. Aboubacar est l'un d'eux. Moi, si j'ai pris des armes, c'est parce que j'ai constaté que le Congo était colonisé par le Rwanda. On a pris des armes pour se battre, mourir et défendre notre droit à la souveraineté, même si on n'est pas payé. On est prêt à mourir pour protéger notre terre. Impossible de dire combien ils sont aujourd'hui au nord et au sud Kivu à garder les armes. Selon plusieurs observateurs, ils seraient des milliers et seraient soutenus financièrement par le gouvernement congolais, plus encore depuis la chute de Goma et de Bukavu. Mais aucun lien formel ne lie les Wazalendo à l'État congolais. Le 3 septembre 2023, un décret du gouvernement a bien légalisé la présence de milices au sein des FARDC, les forces armées congolaises, mais il n'a jamais été promulgué par le président. Les Wazalendo ne peuvent pas croiser les bras, quelle que soit la signature de cet accord-là, parce que jusque-là, les Wazalendo ne savent pas où se positionner, quel que soit le fait qu'ils soient considérés comme réserve armée de défense, mais ils n'ont pas vraiment un document valable, un document leur donnant le pouvoir de dire que d'un moment à l'autre, nous pouvons venir en aide de l'armée. Les Wazalendo, qui signifient patriotes en Swahili, peuvent compter sur le soutien local des communautés et ont l'avantage de la connaissance du terrain. Les Ivoiriens s'attendaient à cette annonce. Alassane Ouattara avait donné des signes très clairs. Depuis ce mardi, c'est officiel, le président de la République sera bien candidat pour un nouveau mandat. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaire sans précédent. Élu une première fois en 2010, Alassane Ouattara a déjà effectué 3 mandats successifs. Une réforme constitutionnelle lui a permis de rester au pouvoir après les 2 premiers mandats. Une approche fermement contestée par l'opposition. Au moins 85 personnes avaient été tuées dans des violences en marge du scrutin de 2020. Dans son allocution diffusée sur les réseaux sociaux, le président de la République a justifié sa décision de se présenter à 83 ans. Il a répondu à de nombreux appels, dit-il, et il veut faire profiter de son expérience. Mais cette fois, poursuit-il, ce sera le mandat du passage à une nouvelle génération. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. L'opposition a déjà condamné par avance cette candidature, d'autant que quelques grandes figures ont déjà été recalées par la commission électorale.
C'est le cas de Tidjane Thiam, le candidat du PDCI. Il a fait circuler un texte virulent. L'annonce faite aujourd'hui par M. Ouattara constitue une violation de notre Constitution et une nouvelle attaque contre la démocratie. Les Ivoiriens continueront à faire entendre leur voix et à montrer au monde ce que nous pensons de cette situation. Au PPACI, le parti dirigé par Laurent Gbagbo, qui ne peut se présenter à cause d'une condamnation en justice, on se déclare aussi très déçu. Nous sommes désagréablement surpris qu'au terme de ce mandat, il veuille encore briguer un 4e mandat. Voilà. Et si celui qui fait un 4e mandat, il ferait un 5e, il ferait un 6e. Donc il s'octroie une présidente à vie à la tête de la Côte d'Ivoire, mais cela contre la loi fondamentale, contre la constitution ivoirienne. En l'absence des principaux dirigeants de l'opposition, Alassane Ouattara fait désormais figure de favori pour la présidentielle. Le scrutin est prévu dans 3 mois, le 25 octobre. À Abidjan, les unes de journaux sont toutes ou presque consacrées à l'événement, la déclaration de candidature d'Alassane Ouattara. Tout le monde s'y attendait, mais cette fois c'est officiel et à 3 mois de l'élection, la campagne peut commencer. Mais l'opposition est en colère, elle conteste toujours la légitimité constitutionnelle de cette candidature. Thiam, Afi et Soro dénoncent la forfaiture de Ouattara, titre ainsi Le Temps, proche du PPACI. Les explications avec Geoffroy Julien Kouao, politologue. Pour l'opposition, c'est un 4e mandat anticonstitutionnel, ce qui n'est pas le cas du RHDP et même du Conseil constitutionnel, qui en 2020 a validé la candidature de M. Ouattara. Donc il serait en 2025 à son 2e mandat. Autre chose, c'est que les principaux candidats de l'opposition, à savoir M. Laurent Gbagbo et M. Tidjane Thiam, sont écartés de la course présidentielle. Pour le politologue, l'hypothèse d'une réinscription de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo est de moins en moins probable. Le timing joue contre l'opposition. Je pense que le moment est venu pour elle de faire preuve de réalisme et de voir l'éventualité d'un plan B. En ce sens que, en son sein, des personnalités comme M. Bion au PDCI-RDA ou M. Aouadon Melo au PPACI ont manifesté leur désir de candidature. Par ailleurs, on a des personnalités comme l'ancienne première dame Simone Eyivé Gbagbo, l'ancien premier ministre M. Pascal Afi Nguessan. On a même des candidatures indépendantes. En 2020, contestant un 3e mandat, l'opposition avait appelé à boycotter le scrutin. Finalement, seuls 53,9% des électeurs s'étaient rendus aux urnes et au final, de nombreux troubles avaient fait au moins 85 morts. Chez les militants des droits de l'homme, on ne cache pas une certaine inquiétude. Nous, au niveau du mouvement ivoirien des droits humains, nous restons attentifs à l'organisation d'une élection démocratique, transparente en octobre 2025. Parce que, il faut le savoir, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les 2 grands partis d'opposition, PDCI et PPACI, avaient prévu une marche commune dans le centre de la capitale économique ivoirienne samedi. Mais finalement, le préfet d'Abidjan a décidé de l'interdire.